Bien, bonjour à tous. Sans plus tarder, on va lancer cette deuxième journée de conférence à Bio 360 avec une conférence sur la cogénération et donc les perspectives de la filière, l'actualité, ses difficultés, et puis ses perspectives d'évolution pour une vision d'avenir autour de la filière de production de biogaz et d'électricité en cogénération. Avec nous aujourd'hui, on a donc 5 intervenants. Stéphanie Gandet, spécialiste du droit de l'environnement, Greenlaw avocat. On a également l'AT2E, représenté avec Raphaël Boukobza, juriste, et son délégué général Luc Budin. Également l'AMF, l'association des agriculteurs méthaniseurs de France, avec François Trubert, producteur en Ille-et-Vilaine. Et puis Jean-Marc Conneau, vice-président. Et moi-même, et voilà, Adrien Dain, animateur pour l'association. Alors, en point de contexte, rapidement, on va, je vais juste passer la slide, présenter voilà, des données qui sont publiques sur le Statinfo, donc sur des données filières, des données macro au niveau national, qui nous permettent donc d'admettre qu'on a une perte de vitesse sur le développement de la filière cogénération, avec de moins en moins de projets dans les files d'attente sur les demandes de raccordement. Ça, c'est le graphique du haut, avec une évolution d'année en année, et même à l'échelle du trimestre qui est globalement à la baisse. Le dernier tarif en vigueur, hein, c'est le tarif de BG16, donc de l'arrêté tarifaire 2016. Et en dessous, la courbe de production trimestrielle, sur laquelle on remarque effectivement une baisse importante ces derniers trimestres, donc qui nous évoque une remise en question de la filière. C'est un peu un baromètre de santé de la filière, et donc on se pose des questions. Effectivement, la filière rencontre des difficultés, quelles sont-elles, et comment peut-elle se réinventer, se tourner vers l'avenir et revenir à des objectifs de production initialement envisagés. Alors pour commencer, je vais laisser la parole à Jean-Marc Conneau dans la continuité voilà, de cette slide d'introduction sur les difficultés qui sont rencontrées pour les producteurs. Quelles sont-elles aujourd'hui en cogénération pour un producteur de biogaz? Les difficultés de la filière. Bon, merci Adrien. Bonjour, Jean-Marc Conneau. Donc moi, je suis producteur depuis 14 ans en méthanisation, cogénération, aujourd'hui 470 kW. Un site qui a des valorisations énergétiques diverses, et notamment avec aujourd'hui une vingtaine de salariés sur une champignon. Donc je suis aussi premier vice-président de l'AMF et aussi en charge avec Adeline et deux ou trois autres, Adeline Canac, de ce qui est aspect cogé au niveau de notre association. Alors pour bien repréciser l'association, on est à peu près 50% sont en cogénération et 50% sont en injection aujourd'hui, avec bien sûr une évolution très forte vers l'injection et de moins en moins d'installations en cogénération. Alors pour repréciser en fin de compte les difficultés qu'on peut avoir, je pense qu'il faut faire un petit peu d'historique. On a commencé donc en 2010 avec en 2006 plutôt avec un premier tarifaire. Ce premier tarifaire, il était associé à beaucoup de valorisation énergétique, c'est-à-dire que, bon an mal an, notre tarif pour être à peu près intéressant, il fallait que l'on ait minimum 70% de valorisation énergétique. Mais on était quand même d'un point de vue de difficulté, c'était pas rose, parce que grosso modo, notre rémunération venait principalement de tout ce qui est aspect traitement des déchets. Ensuite, avec le développement 2011, nouveau tarif qui lui a tenu compte d'une charge importante qu'on avait, c'est-à-dire les effluents d'élevage. Et l'idée de la cogénération étant bien, dès le départ, d'associer cette méthanisation à des élevages ou à de la valorisation de chaleur de proximité et avec des collectivités, avec de nouvelles activités agricoles. En tout cas, cette notion de chaleur, d'effluents d'élevage et en fin de compte, c'est un peu le triptyque qui est nécessaire pour avoir un projet à la fois accepté, un projet rentable et un projet d'avenir. Tout ça a amené à un débat en 2014-2015 sur la réalité des coûts et donc un travail qui avait été mené avec la Commission de régulation de l'énergie, dont on va reparler tout à l'heure. Ce travail nous a amené à avoir une revalorisation et surtout, on était passé de 15 ans à 20 ans avec des éléments
on va dire, après 15 ans, un certain nombre d'heures en fonction de la taille des sites pour tous ceux qui sont de BG6 et BG11. Et ça nous a amené aussi à un BG16 ce BG16 tenait compte des prix à ce moment-là. Par contre, au niveau de ce BG16, on a deux trous dans le gruyère. On a un premier trou sur l'équation. L'équation qui était prise en compte était qu'une équation liée à des coûts de transport, des coûts de personnel et des coûts de matériaux. Par contre, nulle part n'intervenaient les coûts énergétiques. Donc, ce qui a fait que les indices qui faisaient évoluer, c'est-à-dire le L, cet indice L n'était pas en application avec la réalité du terrain. Du côté de l'injection, comme les tarifs n'étaient pas encore notifiés et qu'il y avait des discussions, cette notion d'énergie a été intégrée dans la nouvelle formule. Donc nous, voilà, notre problématique est bien liée à cette équation qui n'est pas conforme. La deuxième problématique qu'on a sur les BG16, c'est-à-dire qu'elle est double, avec à la fois dans le tarif de base une notion de dégressivité. Quand en 2015 en 2016 a été mis ce contrat, l'administration, tout le monde a dit on va développer une filière, donc ça va diminuer les coûts. Et du coup, a été appliquée une équation où on baisse de 0,5% par trimestre. Alors, 2016, 2022, 6 ans, par 2%, on a perdu 12%. Maintenant, on est même à 13% ou 14% sur le prix de base. Donc, imaginez, prenons une hypothèse de 22 centimes 5. Aujourd'hui, on est à moins de 20 centimes. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point important aussi, c'est que a été intégré en 2016 le fait que l'on devait signer en amont son contrat, donc de manière à ce qu'il soit bloqué, et ensuite on pouvait commencer les travaux. Ça veut dire qu'entre le moment où on signait et le moment où on mettait en activité, il se passait 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Si ce n'était pas plus, s'il y avait des recours et autres problématiques liées aux problèmes juridiques. Du coup, vous pouviez démarrer, avoir signé en 2019 ou en 2020, et vous vous retrouvez à mettre en service en 2022, mais pendant ce laps de temps, il y a eu de l'inflation. Et comme dans le contrat de base, il n'y a pas de coefficient K, le coefficient K, c'est le coefficient qui tient compte donc de l'inflation entre le moment où on signe et le moment où on met en activité. Et de ce fait, on a encore perdu 12, 15, voire 20% parce que au niveau de la méthanisation et tous ceux qui entourent le monde agricole, on a eu une inflation très très importante sur tout ce qui est aspect coût des matériaux, coût du matériel, coût des tracteurs, coût des tonalisés. Je prends 2 exemples. Un lob pour une pompe, entre 2015 et 2023, a doublé de prix. Une tonne à lisier, je prends mon exemple, j'ai acheté en 2010 une tonne à 70 000 euros. Si je veux la même avec un équipement peut-être supérieur, on quitte un pendillard pour partir sur une rampe à patins, elle est à 180 000 euros. Donc, vous voyez les inflations qu'il y a dans tout le fonctionnement de nos sites et les inflations. Du coup, la conséquence, elle est très simple, c'est que les sites qui se lancent se retrouvent avec un moins 35% en frais réels par rapport aux tarifs que l'on avait en 2016. Moins 35 à moins 40%. Donc, d'un point de vue économique, ça ne passe pas, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on n'a quasiment plus de projets en cogénération. Voilà un petit peu l'idée. Le deuxième élément aussi, par rapport aux difficultés, c'est on approche des 15 ans, pour certains. On a nos contrats, même en BG16, où ça va vite et c'est 17 ans. Les premiers ont déjà 6-7 ans et se posent des questions sur l'avenir. L'autre difficulté, et moi le premier j'en suis concerné, c'est-à-dire que je souhaite
avec des jeunes, continuer mon activité. Mais que vaut mon site? Quelle évolution j'ai? Quelle valeur j'ai? Quelle contractualisation je peux avoir demain? Je n'en sais rien, parce que j'arrive à 15 ans, et que sera fait demain, on ne sait pas. Donc c'est aussi cette deuxième difficulté, elle est psychologique, en se disant, qu'est-ce que je fais demain? Et là, je fais juste, avant de passer, un message d'alerte aussi aux producteurs qui sont là. Ne vous emballez pas, ne cédez pas à la première sirène qui passe. Vous avez un contrat, et on remercie l'État quand même du contrat qui a été mis, même s'il n'est pas parfait. Je tiens quand même à dire que l'électricité en spot, ça a pu gagner en 2022. Le 23-24 décembre 2023, il fallait payer pour enlever son électricité. Il fallait payer un demi-cent. Donc, faut tout relativiser. Il faut viser demain une contractualisation. Il faut viser aussi une démarche globale, mais qu'on verra à la fin. Mais en tout cas, voilà les difficultés. Cette filière, par contre, cette production, il est clair qu'elle se destine principalement aux éleveurs qui ont de la valorisation, qui peuvent, par toute la résilience qui est mise en place par la META, structurer leurs exploitations, permettre d'avoir aussi, donc, on va dire, de conforter leur métier de base. Un des reproches, justement, de la méthanisation, c'est que quelque part, on conforte nos exploitations vis-à-vis de notre modèle qui ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est bien par la méthanisation qu'on va continuer à pouvoir produire des produits de qualité. C'est une option qui est importante pour les éleveurs. Merci Jean-Marc pour la présentation du contexte de production. Pour enchaîner sur le contexte filière et notamment l'actualité réglementaire, quelle réaction on a du côté de l'État et puis peut-être des nouveaux textes qui sont parus pour aider cette filière potentiellement? Je me tourne vers la T2E. Luc va présenter tout à l'heure la T2E, mais déjà Raphaël, en tant que juriste, l'actualité, qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous disent en tout cas les derniers textes, les évolutions avec la production de cogénération? Ouais, merci Adrien. Alors, merci. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter donc un premier texte, comme l'a dit Adrien, de soutien, qui est le premier texte à sortir pour aider la filière cogénération par rapport aux difficultés auxquelles elle fait face et que Jean-Marc vous a un peu expliqué, et puis Luc prendra la suite sur les discussions. D'abord, avant de vous présenter ce texte, on m'a demandé de vous présenter le droit à l'autoconsommation en cogé. Donc c'est ce que je vais faire. C'est un droit qui vraiment s'articule selon la typologie de contrat que vous avez signé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contrats, vous avez les BG6, les BG11 et les BG16. Et on va voir, même si le droit à l'autoconsommation sur votre installation de cogénération, c'est surtout la syntaxe, la typologie, enfin c'est surtout la syntaxe qui va changer, mais sur le fond, ça va être la même chose. Je vous ai présenté d'abord les BG6. Les BG6, le producteur de cogénération qui a signé un contrat BGM6, eh bien, il va avoir deux choix lorsqu'il va signer son contrat. Il va avoir le choix entre un statut producteur exclusif ou producteur consommateur. Et c'est ce qui va vraiment déterminer les éléments sur lesquels il va pouvoir autoconsommer sur son installation. Le producteur qui a choisi le statut exclusif, il va pouvoir autoconsommer uniquement sur ses auxiliaires. Alors vous allez me demander, il y en a certains qui le savent très bien ici ce que sont les auxiliaires, mais typiquement c'est dans le contrat BG6, mais ça va être pompe primaire des moteurs, ventilateur, aéro-réfrigérant, et j'en passe, il y a la liste dans le contrat. Donc il va pouvoir uniquement consommer sur ses auxiliaires. Le producteur qui va choisir le statut de consommateur, il va pouvoir consommer sur l'ensemble de son installation. Donc ça va être non seulement pour ses besoins propres, donc pour son élevage, enfin voilà, et aussi pour ses auxiliaires. Il y a une petite particularité avec les contrats BG6, c'est que à l'époque, ces premiers contrats, et je suppose, moi j'étais pas encore dans la filière, mais je suppose que c'était pour kickstart un peu, pour aider la filière cogénération, le producteur pouvait changer son statut en cours de contrat. Ce qu'on va voir, c'est plus vraiment le cas, c'était plus vraiment le cas avant récemment, pour les contrats qui vont venir après. Donc il y a le contrat BG11 qui arrive après, et ce contrat BG11, ça va être
à peu près la même chose, mais ça va être plus, encore une fois, un problème de syntaxe. Donc on va plus être de producteur-consommateur et producteur exclusif, on va passer de vente en surplus et vente en totalité. La vente en surplus, ça va être quoi? Ça va être que le producteur va avant tout avoir sa cogénération pour ses besoins à lui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir auto-consommer sur toute son installation. À la différence de la vente en totalité, où en fait le producteur s'engage à vendre la totalité de sa production à EDF-OA, qui est son acheteur d'électricité. Il va pouvoir autoconsommer uniquement sur ses machines électrogènes. Donc ça va être les machines électriques qui sont vraiment post-process de méthanisation en fait, donc le moteur, les turbines, etc. Faites pas attention à haute version du BG11, regardez pas, c'est plutôt la partie haute. Voilà. Et les contrats BG16, ça va être la même chose, sauf qu'encore une fois, la syntaxe change un petit peu. On va parler du unité amont. Et donc pareil, une vente en surplus, vente en totalité. Et la vente en totalité, c'est toujours un peu plus contraignant, même s'il y a effectivement... Enfin, c'est plus contraignant. Et l'autoconsommation, elle va être possible uniquement sur les machines électrogènes. Et pas sur l'unité amont. Donc l'unité amont, c'est comme je vous ai dit, le process méthanisation, donc ce qui arrive avant la transformation en électricité. Et donc ça va être le digesteur, le post-digesteur, et j'en passe. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le BG6, eux, ils avaient la possibilité, à l'époque, il y avait cette petite largeur qui leur était donnée, de changer d'option en cours de contrat. Et ensuite, à partir des BG11 et BG16, on a dit, le ministère, la DGEC a dit, vous ne pouvez plus le faire. C'était un petit problème. Et là, il y a un courrier, il y a une évolution assez récente, un courrier qui est sorti de la directrice de l'énergie, qui octroie la possibilité à présent aux producteurs en BG11 et BG16 de pouvoir passer, alors il y a certaines conditions qu'on va voir rapidement, mais de pouvoir passer de producteurs de vente en surplus, de vente en totalité à vente en surplus. Et donc de pouvoir autoconsommer sur plus d'éléments sur son installation. Et donc effectivement, il y a des contraintes comme tout le temps. Et donc on va avoir 2 changements possibles maximum en cours de contrat. C'est-à-dire sur vos 20 ans, vous allez pouvoir changer d'option 2 fois maximum. Il va falloir qu'il y ait un espacement entre ces changements, ce switch de option de vente en totalité à vente en surplus, un espacement de 2 ans. Voilà grosso modo pour le droit à l'autoconsommation dans la cogénération. Maintenant, j'espère que tout le monde suit, n'hésitez pas à me dire si... Ok. Maintenant, je vais vous présenter le premier texte de soutien qui est sorti récemment et mon délégué général Luc Budin vous parlera de la suite. Qui est l'arrêté du 6 octobre 2023 pour la filière cogénération. Je ne vous ai pas mis le titre en entier parce que c'est des titres très très longs et c'est un arrêté modificatif. Et c'est un arrêté que les producteurs, quand on parle avec eux, ils appellent un peu pansement, rustine, parce que c'est un texte qui apporte des choses positives, mais qui vient aussi mettre des contraintes sur les producteurs de cogénération. Et c'est un arrêté que j'ai aussi appelé fourre-tout, parce qu'il y a absolument tout dedans, et c'est un arrêté modificatif, encore une fois. Et c'est l'arrêté modificatif pour les contrats BG16. Donc c'est un arrêté qui va concerner uniquement qui vient modifier l'arrêté du 13 décembre 2016. Je sais que c'est un peu chiant pour certains d'entre vous le réglementaire, le législatif, mais en tout cas c'est uniquement pour les BG16. Avant, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc les contrats BG16, eh bien ils avaient impossibilité. Pour ceux qui avaient des élevages, les producteurs en élevage, ils avaient impossibilité de valoriser leur biogaz issu de leurs fosses d'effluents d'élevage. C'est-à-dire qu'ils avaient des fosses d'effluents avec tout le lisier d'élevage qui produisaient du biogaz. Et on leur interdisait de valoriser ce biogaz qui sortait de leurs fosses d'effluents et de le mettre dans le tarif d'achat. Et ben, ce texte, il vient dire, voilà, pour les producteurs en BG16, vous pouvez utiliser ce biogaz qui sort de votre fosse d'effluents d'élevage pour l'intégrer dans le tarif d'achat, ce qui est une bonne chose. Il vient également alléger les contraintes qui étaient imposées aux propriétaires d'élevage
qui avait également donc avec des fosses d'effluents d'élevage, puisque ils ont du lisier, ils en ont beaucoup, qui produisaient du biogaz. Et en fait, ces propriétaires d'élevage devaient déposer une demande ICPE pour devenir producteur de biogaz. Sauf que c'était des petites productions, je veux dire, c'est des fosses d'effluents, il n'y a pas de digesteur et tout ça. Donc c'était vraiment, on vient en fait on vient pour ces propriétaires d'élevage leur dire vous n'avez plus besoin de passer par la démarche ICPE qui est hyper coûteuse. On vient un peu alléger les formes et dire, parce qu'effectivement la démarche ICPE, comme je pense que vous le savez, c'est long, c'est coûteux, c'est chronophage, il y a énormément de contraintes administratives et techniques. Voilà, c'est pour la protection de l'environnement, donc l'administration vient vous dire attention. Et donc voilà, il y a ces deux choses. Il y a pour les producteurs de biogaz, on leur dit vous pouvez mettre votre biogaz issu de ces fosses dans votre tarif, et pour les producteurs de l'élevage, leur dire voilà, vous n'avez plus besoin de faire toutes ces démarches. Et donc je vous ai mis la petite définition dans l'arrêté, et en dessous, donc l'une des mesures de l'arrêté du 6 octobre que je suis en train de vous présenter, c'est de simplifier la procédure de demande de contrat d'achat. Donc on n'a plus on a une exemption de ces fosses récupératrices de biogaz de fournir tout l'attirail de documents qu'on demandait, typiquement l'arrêté préfectoral, le récépissé de déclaration pour l'installation. Donc c'est un peu une mesure connexe qui vient. Voilà. Ensuite, on va avoir, et là c'est une mesure un peu moins sympa pour les producteurs, malheureusement, c'est qu'en fait, cet arrêté du 6 octobre, pour les BG16, il vient proratiser le nombre d'heures de fonctionnement de votre installation. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat de COGE en BG16, il est sur 20 ans. La DGEC vous disait, voilà, vous avez 140 000 heures, vous avez sur vos 20 ans, vous pouvez faire marcher votre installation jusqu'à 140 000 heures. Donc c'était le max qu'on vous donnait. Vous aviez 20 ans pour faire 140 000 heures de production. Donc voilà, et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais moins on produit, plus notre tarif d'achat va être élevé. Plus vous produisez, moins la DGEC va vous octroyer un tarif d'achat élevé. Et donc pour les producteurs qui avaient, dont le contrat d'achat a pris du retard, c'est-à-dire pour X ou Y raison, le contrat d'achat n'a pas été lancé tout de suite à la signature, donc vous produisez plus vous avez plus 20 ans, vous avez 18 ans. Je prends un exemple, 18 ans. Et donc la DGEC veut éviter la surrémunération. Et en fait, je viens de vous dire, on va proratiser, c'est-à-dire que vous aurez plus 140 000 heures, vous aurez sur 18 ans, vous devrez faire un calcul que je vous ai mis. Donc vous avez 7300 jours pour 20 ans, sur 20 ans. Donc si votre contrat est à 18 ans, on vous baisse le nombre de jours, donc on passe à 6570. Et donc votre nombre d'heures, il est plus de 140 000 heures de production, donc de tarif d'achat. Il est de 140 000 heures divisé par les 20 ans fois le nombre de jours de votre contrat. Je ne sais pas si c'est très très clair. N'hésitez pas à me dire en tout cas où. Voilà, donc ça fait partie de l'ADN de cet arrêté modificatif un peu fourre-tout. Vous avez également, et ça non plus c'est pas une des mesures positives de l'arrêté, c'est qu'on vient supprimer l'annexe qui permettait aux producteurs en BG16 de faire de la double valorisation. Donc il y avait des producteurs qui faisaient de la cogénération et qui avaient une injection à côté. Et en fait, c'était déjà plus possible de faire de la double valorisation lorsque vous aviez une injection et que vous vouliez faire de la cogé. Vous bénéficiez d'un tarif valorisation mixte. Et en fait, cet arrêté, il vient mettre les BG16 au niveau de ce qu'on faisait pour l'injection, c'est-à-dire qu'on avait déjà dit à l'injection vous ne pouvez plus faire de double valorisation, et bien là on vient dire à la cogénération en contrat BG16 vous ne pouvez plus faire de double valo. Et enfin, et je donnerai la parole à mon délégué général Luc, vous avez une mise en cohérence des prescriptions relatives à l'utilisation de culture principale. Il y avait déjà un décret culture qui était sorti en 2016 et donc cet arrêté en fait du 6 octobre vient ajouter les zones tampons enherbées. Donc c'est les zones que vous avez autour de votre installation, généralement entre les habitations et votre installation. Des producteurs à partir de maintenant vont pouvoir les utiliser et ne plus rentrer ces zones enherbées dans le calcul qu'il y avait à faire, parce que
Alors, les producteurs ont une contrainte de 15% de culture principale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus d'un certain seuil de culture alimentaire et principale dans ses intrants, dans son digesteur. Et donc, cet arrêté-là, il vient dire, ces zones enherbées, on ne va plus les compter dans ce calcul de 15%, ce qui est une bonne mesure parce que finalement, le producteur aura plus de liberté au niveau de ses intrants et il sera plus contraint, il ne devra plus comptabiliser ces zones enherbées dans ces 15%. Donc voilà pour moi. Et merci Raphaël, on a compris, très bien présenté. C'est difficile de vulgariser des textes aussi techniques sur les arrêtés qui sont publiés. On aura un temps de questions prévu en fin de conférence avant que vous entendiez parler de BioGNV. Voilà, on laissera le temps de poser des questions. On a des intervenants de qualité, je pense, aujourd'hui pour répondre à vos questions techniques sur ces points juridiques en tout cas. Merci. Luc, si tu peux nous présenter la T2E rapidement, puis après sur les textes également qui sont parus très récemment sur la COGé, et puis les nouveaux mécanismes, ce que tu connais très bien. Merci Adrien, bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Donc moi je suis Luc Budin, je suis le délégué général de la T2E et comme me le propose Adrien en 2 mots, la T2E c'est l'interprofession du biogaz. Alors c'est quoi l'interprofession? C'est les bureaux d'études, c'est les constructeurs, les fournisseurs de matériel, les personnes qui vont faire de la maintenance, mais ça peut être aussi les banquiers, les assureurs, les fournisseurs de déchets, les distributeurs, ceux qui font le monde de la méthanisation. Et vous êtes nombreux, je vous reconnais là et je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Voilà, la T2E et le club biogaz, c'est 260 membres très actifs et notre rôle c'est de partager les connaissances, les meilleures pratiques et aussi de servir d'intermédiaire vis-à-vis de l'administration. Et vous allez voir que c'est très important. Et ça me permet de basculer sur une des questions que vous vous posez sans doute. Est-ce qu'on va avoir des mesures de soutien à la cogénération? Oui, vous êtes nombreux à nous poser cette question parce qu'on a eu des mesures de soutien pour l'injection et on trouve que la cogénération, elle est restée un petit peu sur le côté. Je vais te prendre je te remercie. Merci. Jean-Marc nous a dit tout à l'heure tout le contexte de la cogénération. Donc je ne vais pas le refaire, mais il est clair que la cogénération, c'est le nombre, si on regarde les nombres de méthaniseurs en cogénération, il y a plus de méthaniseurs en cogénération qu'il y a de méthaniseurs en injection. Pourtant, on en parle un peu moins. Ce sont des installations qui ont fait leurs preuves. Ça fait plus longtemps qu'elles sont en place. Elles sont fiables. Et on a bien vu qu'au travers du temps, elles ont prouvé qu'elles apportaient de l'utilité, des externalités positives aussi dans les endroits où elles sont placées. Pourtant, il y a ce constat qu'a fait Jean-Marc. En cogénération, on ne gagne plus d'argent, voire on perd de l'argent. Avec la forme de la révision, l'impact de la crise énergétique, elle a fait très mal. L'inflation a fait énormément de mal. Et face à ce constat, toute la profession, et là je dis toute la profession, on était 12 associations et 60 intervenants dans la profession, on a décidé d'écrire au ministère de l'Agriculture et de la Transition énergétique, qui n'existe plus vraiment en ce moment, pour signaler que la situation elle était grave, voire dramatique pour certains, et que si on continue comme ça, on va vraiment dans le mur pour une filière. Ce courrier, il est important dans la démarche que je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi? C'est parce que dans la démarche qu'on a initiée avec ce courrier, on a demandé 4 choses. La première chose, c'était que les textes qui avaient été prévus en 2022 pour soutenir la filière, ils sortent. Parce qu'un an après, on ne les avait toujours pas. Une deuxième chose, c'était que le coefficient L, notamment, qu'on a eu en injection, on puisse le retrouver en cogénération. Vous savez, c'est un coefficient qui a permis d'augmenter les tarifs d'une douzaine de %. C'était quand même assez appréciable. La troisième chose, on a demandé, et je vois que la dame est là, et je la salue et je la remercie, que les aides, et notamment les aides ADEME,
elles puissent être autorisées quand on avait un projet en cogénération, ce qui n'était pas le cas. Et la quatrième chose, et Stéphanie nous en parlera juste après, c'est qu'il n'y ait pas de pénalité si quelqu'un veut sortir de son contrat qui est en cogénération pour aller en injection. Ces 4 demandes ont fait l'objet de discussions avec la DGEC. Elles ont fait l'objet de 2 textes qui sont passés en CSE. Alors le CSE, le Conseil supérieur de l'énergie, c'est une instance de consultation publique. Alors public, c'est pas grand public, hein, c'est public de la profession, pour proposer des textes. Et donc il y a eu 2 textes qui sont passés. Un texte pour certains qui ont bien suivi l'actualité, qui vient de paraître. Et le texte qui vient de paraître, c'est un texte de soutien au BG16. Texte de soutien au BG16 qui ont commencé leur exploitation à partir du 1er janvier 2021. Effectivement, ces gens-là, ils étaient un petit peu les grands perdants de la période d'inflation qu'on a connue. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont subi une grosse inflation, mais pas une augmentation de leurs tarifs. Et ce dispositif qui dit que ce n'est plus au moment où on démarre l'installation que les indices commencent, que le tarif commence, mais que c'est au moment où on a finalisé son contrat. Ça permet à ces personnes qui ont été vraiment dans le mauvais créneau de bénéficier d'une augmentation de l'ordre de 12%, ce qui fait quand même, qui leur permet de sortir la tête de l'eau. Qui ne les sauve pas forcément, mais qui permet de sortir la tête de l'eau. Ce texte, il a été signé le 29 décembre. Alors pourquoi le 29 décembre? C'est que souvent, il y a des obligations pour même les services de l'État qui doivent remplir leurs obligations. Et il est paru le 6 janvier. Donc il est effectif. Et il y a un deuxième texte qui nous a été proposé en CSE et qui disait quoi? Il disait, donc vous dites, ah tiens, il dira peut-être plus la même chose. Effectivement, il va plus dire tout à fait la même chose normalement. Il disait, pour les contrats BG16, on va mettre, donc tous les contrats BG16 cette fois-ci, on va mettre une disposition pour intégrer dans le coefficient L un indice énergie. Alors tout le monde dit, ouais, chouette, sur 18 mois, qui commence en juillet 2022 jusqu'en décembre 2023. Vous devez vous dire, oh là là, ça veut dire quoi? En gros, pendant les 18 mois où il y a eu beaucoup d'inflation, permettent au BG16 de bénéficier de l'effet augmentation des prix. C'est une façon de revaloriser les tarifs. Alors, avec l'AMF, avec France Gaz Renouvelable qui est présent, avec d'autres associations, les chambres d'agriculture, on est allé voir la DGEC, on leur a dit ce que nous souhaitons, et on se félicite d'ailleurs, que les BG16 soient entendus. Mais on souhaite aussi que les BG11 et les BG6 soient également entendus. Et ils souffrent de la même chose, de ce manque de coefficients qui intègrent l'inflation qu'ils peuvent connaître sur les prix de l'énergie notamment. Et donc on est en ce moment dans des discussions pour qu'on avance. Et notamment dans ce phénomène d'élargissement des mesures, faire que ces dispositifs ils concernent également les BG6 et les BG11. Et puis, mais je laisserai Jean-Marc conclure là-dessus, on engage un chantier pour les futurs producteurs, notamment les personnes qui sont loin des réseaux, ceux qui sont en élevage. On engage un chantier, on demande à l'administration qu'on puisse étudier un BG24. Un BG24 qui revaloriserait les tarifs, qui fonctionnerait peut-être différemment. Et on aimerait y intégrer ce que l'injection a eu, c'est-à-dire qu'il y ait des dispositifs qui puissent s'appliquer pour les BG6, les BG11 et les BG16 de façon rétroactive avec un simple avenant. Voilà, c'est ce qui est prévu. Mais vous attendez peut-être à voir juste la suite. Je vous ai introduit Stéphanie Gandet qui va vous parler de comment ou peut-on. Oui, merci Adrien merci, Luc, le dire d'ailleurs. Alors, avant de faire effectivement intervenir Stéphanie, je voudrais qu'on parle de la situation de François Trubert et de son installation de méthanisation. C'est pour terminer cette première phase de contexte et de lié à la production. Et on parlera aussi de levier. On va commencer à parler d'optimisation, de comment on peut évoluer en tant que producteur et la filière pour avancer vers autre chose.
Merci François, je te laisse présenter dans un premier temps, je pense, la SEA de Reims, il me semble, même si ce n'est pas dans la Marne. Et puis on parlera d'autres valorisations. Bonjour, donc François Trubert, je suis agriculteur méthaniseur auprès de Rennes. SEA de Reims, c'est passé auprès de Rennes. Du coup, je suis en méthanisation cogénération depuis 2011, donc effectivement sur un contrat BG11. La méthanisation en cogénération, elle a vraiment son intérêt si on valorise la chaleur, donc c'est produire de l'électricité et valoriser la chaleur, et on peut avoir des rendements tout à fait honorables. Par contre, il s'intègre effectivement dans tout un processus de valorisation électrique, mais aussi valorisation de la chaleur. Et il faut effectivement avoir une valorisation de la chaleur sur place. Donc effectivement, Jean-Marc, il a des valorisations par ses porcheries et par son installation de champignons. Pour ma part, j'ai une valorisation sur mes bâtiments d'élevage. Donc j'ai 2 poulaillers de 2000 m² qui consomment énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 16 000 euros de gaz par an qui ont été économisés depuis 12 ans, le fait de chauffer mes poulaillers. J'ai aussi mis en place des systèmes de séchage en grange qui me permet de Donc là, vous voyez, ça c'est le système de chauffage des poulaillers. Donc quand les poussins arrivent, on est dans une température à 35-36 degrés. Donc c'est quand même important d'avoir la cogénération à son intérêt à ce moment-là. Et à côté, vous voyez, il y a un séchage de fourrage. Donc on peut sécher là c'est du maïs grain, on peut sécher de la luzerne, on peut sécher. Donc il s'intègre tout à fait dans un élevage qui permet de baisser les coûts de fonctionnement de l'exploitation dans son globalité. Voilà. Quelle serait la solution standard pour chauffer un poulailler s'il n'y avait pas eu de cogénération et de valorisation de chaleur? Clairement, c'est du gaz porté, hein, qui est avec des chauffages au gaz. Quand on a vu l'inflation énorme avec le gaz, là, il y avait des installations de volailles, hein, qui faisaient le choix de fermer les poulaillers, quoi. C'était plus possible de chauffer. L'intérêt et quand ils font très froid des fois, ils préfèrent fermer les poulaillers que de mettre en place leur élevage, quoi. Donc on est vraiment impacté sur des élevages comme ça sur le coût de l'énergie sur l'installation. La hausse du marché du gaz, oui. Et clairement, la méthanisation, elle a vraiment son intérêt sur la globalité de l'exploitation, puisque ce que je dis souvent, c'est que la méthanisation, elle est venue s'intégrer dans mon élevage et elle a donné de la cohérence sur l'ensemble de l'élevage, puisque je sèche la luzerne et je sèche le maïs pour alimenter la nourriture de mes vaches. Je chauffe mes poulaillers et en contrepartie, les fumiers et les lisiers alimentent mon méthaniseur, quoi. Après, c'est clair que il y a quand même une adéquation entre l'injection et la cogénération. On a une sorte vraiment de fierté, nous les agriculteurs, de produire l'énergie renouvelable. Et quand on voit cette adéquation entre l'injection et la cogénération, il y a de la frustration et puis voilà. Et je pense sincèrement que sur des élevages, la cogénération a encore sa place et doit avoir encore sa place sur un projet global d'exploitation, quoi. Alors justement, dans cette synergie entre l'élevage et la méthanisation, comment est-ce qu'il y a des flux financiers peut-être d'un côté, on a la chaleur, est-ce qu'elle est refacturée à l'installation de la ferme? Comment ça se passe? Alors chez moi, c'est une globalité, je ne refacture pas. En gros, je fais 240 000 euros de chiffre d'affaires de vente électrique. Et après, c'est effectivement 16 000 euros de gaz en moins. C'est effectivement les séchages de maïs grain qui sont pas facturés puisqu'il s'est séché sur place. C'est effectivement la luzerne qui est mieux valorisée, donc une économie de protéines sur l'exploitation qui permet d'alimenter les vaches et de moins acheter de soja ou de produits extérieurs pour alimenter les vaches.
C'est aussi un bien-être supplémentaire pour la volaille, puisqu'on permet de chauffer et de ventiler mieux et avoir une meilleure litière pour la volaille, et de mieux valoriser la volaille en sortie avec des primes sur les qualités des poulets sortis. Donc c'est vraiment comme ça que je travaille. Effectivement aussi, je chauffe ma maison particulière. Donc moi, j'avais une maison, j'ai une grande longère, et du coup c'était 4000 litres de fuel chaque année qui était pour chauffer la maison. Avec l'augmentation et du coup depuis 13 ans, la maison elle est chauffée grâce à la méthanisation. Ok, donc il n'y a pas de refacturation de chiffre d'affaires sur la vente de chaleur de la méthanisation? Il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est plutôt une moins-value, quoi, Une cession. moins de dépenses, une cession, voilà. Très bien, merci. Et c'est pas un cas isolé, en fait, cette situation de valorisation de chaleur. Est-ce que c'est possible de nous présenter l'étude Prodige 2 notamment, qui a recensé sur un certain nombre de méthanisations en France, à travers une enquête, mis en avant cette valorisation de chaleur? Effectivement, on a Prodige 2, c'est une étude qui a été faite sur toute l'étude technique économique de 80 méthaniseurs, je crois. 84, je crois. Oui. Ouais. Et du coup, ils ont étudié la valorisation chaleur, la valorisation économique, électricité, et l'ensemble des points techniques. Et effectivement, sur les BG 6 et les BG 11, il y avait des beaux projets et une bonne valorisation de la chaleur. Après, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Après, suivant les profils de ferme, on peut valoriser ou pas. Mais souvent, ce qu'on a remarqué, nous, en méthanisation, c'est une fois que l'installation est implantée, il y a quand même un gros projet du dossier, de l'implantation du méthaniseur, et c'est dans un second temps, souvent, qu'on arrive à trouver des nouvelles filières, des nouvelles opportunités de chaleur. Et c'est dommage, des fois, de dire... vous montez, il faut que tout soit bouclé à l'installation. C'est au fil du temps qu'on arrive à trouver des nouvelles opportunités. On a des collègues qui chauffent des maisons de retraite, on a des collègues qui chauffent des casinos, on a des collègues qui chauffent il y a plein de types de projets, de la spiruline, il y a des champignons, effectivement. Il y a beaucoup effectivement, de bâtiments d'élevage, porcs et volailles. Voilà. Donc effectivement, comme je vous dis, en moyenne, c'est 10 € le kilowatt vendu électrique. Donc en cogénération, on produit plus de chaleur que de courant. Voilà, donc ça fait 5% à peu près de la recette totale. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment sur la globalité de l'exploitation. Une cogénération, moi avant j'avais les poulaillers qui étaient bien séparés et qui n'avaient rien à voir avec l'élevage laitier. Et aujourd'hui, il faut vraiment que les vaches laitières fonctionnent pour alimenter mon méthaniseur pour chauffer les poulaillers. C'est vraiment une globalité de l'installation et de l'élevage. Effectivement, tout est lié. Et clairement, s'il n'y avait pas la méthanisation aussi, je serais sans doute plus éleveur et il n'y aurait plus de vaches. Merci, c'est un beau message. Voilà, c'est une piste d'optimisation effectivement sur le fonctionnement des méthanisations et puis du monde agricole. Donc on a identifié cette voie-là, c'est vrai que c'est avec de longue date, la prime efficacité énergétique a existé pour les premiers contrats. C'est une pratique bien sûr qu'on ne peut que mettre en avant. Aujourd'hui, vu le contexte de coût de l'énergie et puis des synergies à mettre en place entre les filières. On a d'autres pistes pour les producteurs de biogaz. Souvent, on nous pose la question d'un passage à un modèle de valorisation en biométhane, d'injecter sur le réseau, puisqu'on voit que c'est une filière qui se porte bien, et tant mieux. Et donc, on se pose la question, puisqu'on est aussi lié par un contrat de production OA, EDF-OA le plus souvent, de savoir si c'est possible de faire ce passage-là. Et donc, je me tourne vers Stéphanie Gandet. Stéphanie, est-ce que c'est possible de faire un passage de cogénération à injection? Merci Adrien, bonjour à tous. Il n'y a pas de réponse en oui ou en non à cette question-là, malgré ce que beaucoup souhaiteraient. C'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça, parce que, on le voit depuis tout à l'heure, il n'y a pas qu'un seul contrat de BG, il y en a plusieurs. Et donc la réponse va
en particulier dépendre de quel contrat de COGE s'applique à un site. Au-delà de tout ce qui s'est dit là depuis tout à l'heure, c'est vrai que certains sites se posent la question de l'intérêt de continuer avec leur contrat d'achat d'électricité et même parfois après quelques années. Nous, on a des clients, ils tournent en COGE depuis 2-3 ans et déjà là, ils se posent la question de basculer sur un autre mode de valorisation, en particulier en injection biométhane non tarif aidé. Donc, on entend énormément de choses, même de la part d'acteurs reconnus dans la filière, et c'est pas étonnant qu'on entend beaucoup de choses parce que les règles sont complexes. Là, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la question de savoir, pour un contrat de COGE, quelles sont les règles pour pouvoir en sortir de manière anticipée, c'est-à-dire avant l'échéance du contrat. Ça, c'est la première série de questions qu'il faut se poser, parce qu'en réalité, c'est pas libre. La seconde série de questions à se poser, que je vais effleurer mais que Luc complétera après moi, c'est de savoir comment, une fois que je suis sortie de mon contrat de COGE, je fais pour bénéficier d'un contrat de vente de biométhane. Alors, il faut sortir, puis il faut re-rentrer dans un autre régime. On parle de régimes qui sont encadrés juridiquement. En particulier, le contrat de cogénération, il faut le rappeler, c'est un contrat qui est un contrat administratif. Ça a des conséquences, le fait qu'il soit administratif. En particulier, l'une des conséquences, c'est qu'il n'y a pas d'égalité réelle entre l'acheteur d'électricité, qui est EDF-OA, et le producteur d'électricité. C'est un rapport déséquilibré du fait que c'est un contrat administratif. Et ça, déjà, il faut le rappeler parce que ça veut dire qu'on n'est pas libre de négociation avec EDF et on est dans un cadre extrêmement contraint. Le contrat de vente de biométhane, lui, n'est pas un contrat administratif, mais il est régi par le Code de l'énergie. Donc il y a malgré tout des règles à respecter, mais le fait qu'il ne soit pas administratif, ça rend parfois une petite marge de négociation possible, ce qui n'est pas le cas pour EDF-OA. Donc la première série de questions, c'est comment je fais pour résilier de manière anticipée un contrat d'achat d'élec, donc en cogénération, et en particulier à quel moment EDF va pouvoir me demander le versement d'indemnités de résiliation. En fait, la réponse à cette question va dépendre en particulier de 3 séries de critères juridiques. D'abord, que dit le Code de l'énergie en fonction du contrat que j'ai conclu? Parce que le Code de l'énergie a évolué dans le temps. En particulier, il y a une période avant 2016 et après 2016. Ça va aussi dépendre de l'arrêté tarifaire, selon si on est en BG 01, 06, 11 ou 16. Et également, une des variables, c'est la date de signature du contrat. Donc, vous voyez bien que quelqu'un qui cherche à vous dire c'est sûr, il y a obligation de versement d'indemnité ou pas, indépendamment de tous ces critères-là, ça sera forcément une réponse qui sera inexacte. Donc en fait, il n'y a pas de réponse type, c'est pas oui ou c'est pas non. En fait, il faut regarder au cas par cas. Nous, on a tâché de synthétiser par type de BG la réponse à cette question. Maintenant, attention, les différents slides qui arrivent, qui vont détailler le résultat d'une analyse qui est strictement juridique, doivent pas être pris pour une vérité absolue. D'une part, parce que il y a des textes qui sont soumis à des interprétations. Il y a des textes, notamment, qui sont vus, selon EDF, d'autres manières que les producteurs. Hein, on l'a vu dans certaines négociations. Et surtout, prudence, parce que ce ne sont que des textes, mais il n'y a eu aucune jurisprudence sur la question. Donc en fait, on n'a pas de recul. Donc c'est vraiment des éléments que je tiens à souligner parce qu'il y a des enjeux financiers qui peuvent être énormes. Donc avant de résilier un contrat, arrêter une COGE et basculer en injection, notamment, il y a d'autres sujets, il y a le BPA, il faut vraiment regarder son contrat, vérifier ce qu'on peut ou ne pas faire au cas par cas. Donc premièrement, le cas du BG01, alors ça ne concerne plus vraiment beaucoup de sites du fait de son ancienneté. Mais quand on regarde les conditions générales du BG01, oui, il y avait une obligation de versement d'indemnité. Les conditions générales le prévoient spécifiquement en article 12. Et il y avait
aucune marge de manœuvre pour les producteurs, en tout cas ceux qui peuvent encore être concernés aujourd'hui. Il n'y avait aucune piste de sortie pour être exemptés de cette indemnité de résiliation. En revanche, ceux qui sont peut-être plus concernés aujourd'hui, les BG06, eux, quand on regarde les conditions générales, il n'est pas prévu de clause obligeant un producteur qui résilie son contrat avant son terme de verser à EDF une indemnité de résiliation. Simplement, un préavis de 3 mois à respecter pour l'envoi d'un courrier recommandé de résiliation. Donc pour un BG06, les règles sont assez claires. Attention, on peut parfois entendre que même si le contrat ne le prévoit pas, le code de l'énergie le prévoit. Et par la hiérarchie des normes, le contrat est soumis au code de l'énergie. Donc certains soutiennent que le code de l'énergie prévoyant aujourd'hui une indemnité de résiliation, en cas de résiliation anticipée, ça s'appliquerait de facto. Là-dessus, c'est pas dans les slides, mais je l'indique, hein, il y a quand même la DGEC en 2016, lorsqu'elle a fait modifier le code de l'énergie, elle a, face à toute une série d'incompréhensions sur comment il fallait interpréter les textes, vous voyez que c'est pas nouveau, déjà en 2016, elle avait du coup publié une note interprétative pour expliquer que la nouvelle règle qui impose le versement d'indemnités en 2016 ne s'applique que pour l'avenir. Donc, à mon sens, un BG06 qui résilierait de manière anticipée, il a ces conditions générales qui ne prévoient pas d'indemnité et les règles qui sont entrées en vigueur ultérieurement n'ont pas vocation à s'appliquer à lui puisqu'il n'y a pas de rétroactivité et ça la DGEC l'a dit assez clairement. Ensuite, sur le cas des BG11, donc ça représente, quand on regarde un petit peu les chiffres hein, dans la filière, c'est peut-être les BG11 et les BG16 qui sont les plus concernés par cette problématique. Là, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail parce que les BG11, ils ont fait l'objet de plusieurs conditions générales, de versions de conditions générales approuvées par le ministère. Et on voit que entre les V01 et les V02, d'une part, puis les V03 et les V04, la réponse n'est pas la même. Donc, là encore, donner une réponse type pour tous les cas de BG11 n'a là non plus pas beaucoup de sens. En réalité, quand on regarde la V01 et la V02, il n'y a pas de clause qui impose le versement d'indemnité à EDF-OA en cas de résiliation anticipée. Ça, l'article 12 des deux versions des conditions générales est très clair là-dessus. Et là où ça commence à se corser, c'est sur les versions V03 et V04, puisque là, les conditions générales prévoient le versement d'une indemnité. Alors, dans les V03, l'indemnité est prévue, tout comme dans les V04, mais vous avez deux cas de figure où il peut y avoir une exemption de cette indemnité. Donc le principe reste bien de devoir en verser une en cas de résiliation avant son terme. Mais lorsque il y a le démantèlement de l'installation de production et un arrêt d'activité, alors là, les conditions générales exemptent le producteur de devoir une indemnité à EDF-OA. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire un démantèlement de l'installation de production et qu'est-ce qu'on veut dire par arrêt d'activité? Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Et évidemment, EDF n'a pas une lecture optimiste pour les producteurs. On l'a constaté. Et eux, ils ont une lecture très large de ces notions. Pour eux, en tout cas dans un dossier que j'ai suivi il y a déjà plusieurs années, selon EDF, qui nous l'écrit, selon eux, il faut intégrer l'activité de méthanisation dans son ensemble et pas seulement l'activité de cogénération. Ce qui évidemment rend beaucoup moins intéressant une résiliation de contrat puisque somme toute il y a de gros investissements qui devraient être refaits, notamment les digesteurs. Donc ça c'est la position que l'on connaît d'EDF dans un cas particulier que j'ai eu à traiter. Néanmoins, il n'y a pas eu de décision de justice, c'est pas allé jusque-là. Il y a à l'époque, avant 2016, il n'y avait pas de disposition dans la loi, dans le Code de l'énergie, qui imposait le versement d'une indemnité de résiliation.
Donc à notre sens, c'est l'une des pistes qui peut quand même parfois être regardée de près pour certains contrats, selon leur date de signature, quand bien même les conditions générales le prévoiraient. Si le Code de l'énergie ne le prévoyait pas, on peut estimer qu'il n'y avait pas de base légale ou réglementaire à cette obligation-là. Donc ça, c'est des pistes qui ne sont pas validées aujourd'hui, dans le sens où il n'y a pas de décision de justice qui valide ça. Mais dans certains cas, ça peut être des pistes intéressantes à exploiter pour stopper une cogénération. Ça, c'est quand même la condition à minima à remplir. Résilier et ensuite rentrer en négociation pour ne pas être soumis à une obligation de versement d'indemnité. Voilà un résumé sur l'état des textes sur le versement d'indemnités en cadrisation anticipée. Donc ça, c'était vraiment la question de comment une résiliation anticipée va être traitée sur le plan indemnitaire. Mais une fois qu'on est sorti du contrat de cogénération, si on veut bénéficier d'un tarif aidé en biométhane, encore faut-il respecter les conditions de l'arrêté tarifaire. Aujourd'hui, cet arrêté tarifaire, il est issu de la modification de l'arrêté du 10 juin 2023. Donc c'est toujours l'arrêté tarifaire de vente de biométhane qu'on connaît, mais tel qu'issu de sa dernière modification en juin 2023. Alors cette modification, elle n'a pas changé fondamentalement le principal obstacle qu'on connaît à la plupart des montages qu'on nous soumet. La principale contrainte va être le critère de nouveauté de l'installation. Donc concrètement, ça veut dire un site qui a fonctionné en cogé, qui stoppe sa cogé, qui veut passer en injection biométhane, qui arrive à être exempté d'indemnité versée à EDF, qu'est-ce qu'il peut réutiliser ou ne pas réutiliser pour respecter le critère de nouveauté. En fait, ce que dit l'arrêté tarifaire, c'est qu'il ne faut pas que les éléments principaux à la production de biogaz, à l'épuration de biogaz et au stockage de biogaz aient déjà été utilisés par ailleurs. Peu importe que ce soit par une précédente société. Peu importe que ce soit qu'on recrée une nouvelle entité juridique. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a déjà eu une utilisation de ces équipements principaux. Si oui, dans ce cas-là, l'arrêté tarifaire n'est pas respecté et normalement le producteur n'a pas le droit à un tarif en vente de biométhane. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et souvent la réponse va être dans les détails et réfléchir de manière constructive avec le constructeur, le processiste pour trouver quelque chose qui tient la route, qui respecte les textes, qui ait du sens d'un point de vue économique aussi. Parce que parfois les règles n'ont pas de sens, hein. Je suis la première à le dire. Là, en l'état des textes, tout ce que je viens de vous dire, il y a des sites qui sont bloqués alors qu'ils mériteraient clairement d'évoluer, quitte à refaire des nouveaux investissements. Beaucoup de producteurs ne sont pas réticents à faire des nouveaux investissements, mais ils sont souvent bloqués par des règles qui avaient du sens peut-être au moment où elles ont été édictées, mais qui aujourd'hui apparaissent assez dénuées de sens. Mais sur le sujet injection biométhane, je laisserai Luc après continuer sur ce sujet-là. Merci Stéphanie. Effectivement, Luc, on peut se pencher sur la piste d'autres mécanismes que le tarif d'achat réglementé de l'État. Parfaitement. Et j'en profite pour prendre un peu de hauteur. Merci Adrien. Oui, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai l'occasion de mettre fin à mon contrat ou si mon contrat s'arrête? Est-ce que je vais devoir tout arrêter, comme disait Jean-Marc? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre? Jean-Marc le disait avec beaucoup d'intelligence, pas de panique. Il y a des choses qui sont de nature à nous donner un peu de visibilité. Quelles sont-elles? Je vais peut-être commencer par repartir de la base pour comprendre ce qui nous est permis de faire, ce qui qu'est-ce qui est comparable. Quand on est producteur, globalement, on a dans nos coûts de revient les 1/3 qui provient de ce qu'on a dû investir. Donc vous avez vu, j'ai mis ça ramené à de l'injection. Mais on est exactement pareil avec de la cogénération. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ramène ça à l'injection. C'est parce que
et je vous le dis tout de suite, c'est parce que quand on parle fin de contrat de Cogé, il y a deux solutions. Soit on repart sur la production d'électricité, parce qu'on a des externalités, des alternatives, que ça fait partie d'une globalité. Et je te regarde parce que tu as très bien expliqué l'intégration d'une cogénération au sein d'une ferme. Soit on repart, on regarde l'injection. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, en injection, il y a quelques signaux qui s'allument, qui disent c'est intéressant d'imaginer une conversion de la cogénération vers l'injection. Bien sûr, se pose la question du réseau. Il faut bien sûr avoir un réseau. Je ne vais pas aborder ce sujet-là directement. Je voulais juste vous dire, donc, quand on fait une installation, qu'elle soit en injection ou en cogénération, un tiers du coût de revient de notre production, c'est ce qu'on a investi. C'est ce qu'on appelle les CAPEX, la capacité d'investissement. C'est ce qu'on a investi. On est allé voir la banque pour avoir de l'argent et on a investi ce qu'on appelle les CAPEX. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les OPEX, tout ce qui est charge au quotidien. Il faut acheter une tonne à lisier, il faut faire tourner les pompes, il faut changer le lobe, il faut transporter le fumier, il faut aller emmener le digesta, les pendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les OPEX. Donc, on a une composition de notre coût de revient quand on est producteur de biogaz. Je vais parler de biogaz. Ben, un tiers, c'est l'investissement et deux tiers, c'est le quotidien. C'est important parce que dans la production de solaire ou d'éolien, c'est l'inverse, globalement. C'est qu'il y a un gros investissement, mais après, la charge, elle est plus faible. Si je vous parle de ça, c'est pas tout à fait de façon innocente. C'est que l'administration, la DGEC, elle a tendance à considérer les énergies renouvelables comme faisant un tout et il faut les mettre tous à la même enseigne. C'est très difficile de comparer des panneaux solaires avec de la méthanisation. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je vous ai ramené à cette réalité-là. Vous connaissez tous, en tout cas je l'imagine, le fonctionnement du tarif d'achat. Le fonctionnement du tarif d'achat, c'est l'État. J'ai mis quand même un petit drapeau européen parce qu'il faut que ça soit notifié à l'Europe et ce n'est pas complètement innocent. C'est l'État qui met la différence entre ce que vous percevez, vous, producteurs, et le cours du gaz naturel. C'est l'État qui met la différence. C'est normal. Enfin, c'est normal parce que sinon, on n'arriverait pas à vendre. Et si vous avez regardé le cours du PEG hier, il est à moins de 30, hein, il est à 26 € du mégawattheure. Payer un producteur 26 €, je parle en biogaz, ça serait difficile. En électricité, on pourrait faire le même phénomène. Aujourd'hui, un panneau solaire, ça produit 70 € du mégawattheure électrique. Ben, quand on a un coût de revient à, je vais dire, 150, 160, ben, c'est difficile. Donc, je vais vous parler des solutions en injection. Et donc, l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Il met la différence entre le coût de rachat et le prix du gaz naturel. Il récupère en même temps, je parle bien pour les nouveaux contrats, la capacité de vendre la garantie d'origine. Ça va lui permettre d'amortir ce coût. Mais globalement, le tarif d'achat ou les appels d'offres, c'est l'État qui compense. L'État, globalement, vu de Paris, c'est Bercy. Et demain, on nous dit, on voit et apparaissent tout doucement des alternatives. La première alternative, c'est les CPB, les certificats de production de biogaz. Ça aurait dû s'appeler véritablement certificat de production de biométhane, parce que ça s'adresse à du biométhane et non pas du biogaz. C'est quoi ? C'est une obligation qui va être donnée aux fournisseurs de gaz pour les particuliers et le tertiaire d'inclure un pourcentage de gaz vert de biométhane. Donc c'est une obligation faite aux fournisseurs. C'est un système extra-budgétaire. Cette fois-ci, Bercy n'interviendra plus. Je vais essayer de l'imager. Si on dit aux fournisseurs de gaz naturel, vous devez inclure 10% de biogaz dans votre fourniture. Et ils disent, vous faites ça et vous me le prouvez avec des certificats de production de biogaz. Chaque fournisseur va donc devoir soit s'équiper d'installations, soit trouver des gens qui vont produire pour lui. Il y a ces deux solutions. Il va être motivé pour ça. Il va être motivé par la pénalité. C'est important, ça va être vraiment le driver. La pénalité,
elle est quasiment connue, elle sera à 100 € a priori. Alors il y a encore des incertitudes, est-ce qu'elle sera révisée au fur et à mesure des années, etc. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais dans les premiers textes qui ont été soumis, c'est 100 € qui a été proposé par la DGEC et ça semble faire consensus. C'est important parce que on peut imaginer avec un niveau de pénalité et en connaissant le prix du gaz au PEG, on peut imaginer à peu près à combien seront capables de racheter les fournisseurs du biométhane. Oui, forcément, si le gaz est à 40 €, si la pénalité est à 100 €, de toute façon, ça va lui coûtera 140 € s'il ne produit pas ses certificats de production. Donc, il est théoriquement en mesure de proposer à quelqu'un qui va produire du biométhane 140 €. C'est important. Ça veut dire que demain, il y a des fournisseurs qui vont chercher dans la campagne des producteurs qui seraient susceptibles de leur vendre le biométhane. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont hyper importantes à connaître. Et la première chose, c'est que quand vous avez un contrat de cogénération qui arrive à terme, ou même que vous cassez, vous n'avez pas le droit à un nouveau contrat en tarif d'achat de la part de l'État. Ça, c'est pas possible. Vous allez me dire, peut-être, oui, mais un tarif d'achat en biométhane s'il était en cogénération. Non, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible d'avoir un tarif d'achat après une cogénération en biométhane. C'est pas possible. Donc, il faudra bien trouver ces systèmes. Et donc, les CPB, c'est une solution. C'est une première solution. Pour l'instant, les CPB ne sont pas encore actifs. Il y a encore des négociations qui sont faites sur la trajectoire. Et il y a surtout, on attend la signature d'un ministre que nous n'avons plus. Donc ça rend forcément un petit peu incertain la date de parution des CPB. Il y a un deuxième mot qui est compliqué à intégrer, c'est BPA. Parce qu'on dit pas BPA, mais on dit BPA. Biogas Purchase Agreement. Je me retourne vers Raphaël, ça va l'accent ? Merci. Souvent, il me corrige. Et là, c'est un autre système. C'est un système qui est basé non pas sur une obligation qui est faite, mais sur un marché. Les BPA, ça va s'adresser aux industriels et parfois aux collectivités qui veulent se décarboner. Alors pourquoi ils veulent se décarboner ? Ils veulent faire une image verte parce qu'ils veulent produire verte. Et puis il y a aussi toutes les personnes qui sont soumises au quota CO2. Sans rentrer dans le détail, les quotas CO2 pour les gros producteurs, ils ont des quotas gratuits aujourd'hui. Et s'ils produisent plus, il faut qu'ils aillent les acheter sur un marché. Les quotas gratuits vont bientôt s'arrêter. C'est important. Et puis aujourd'hui, il y a un marché de CO2. Vous le trouvez, en ce moment, il a baissé, il est vers 60 € de la tonne de CO2. Il était plutôt à 100 il y a un an. Voilà. Et puis pour calculer combien ça revient en euros du mégawattheure de biométhane injecté, c'est environ 1/5. Donc ça fait à peu près 20 €. Donc, en faisant simple, le gaz, s'il est à 50 €, bon, c'était le prix avant que là, il chute fortement. S'il est à 50 € et si j'ai 20 € de bonus, ça fait 70, ça ne fait pas tout à fait le compte. Donc aujourd'hui, un BPA, vous pouvez vous dire, ah, ça ne fait pas tout à fait le compte. C'est-à-dire que si quelqu'un qui veut un BPA propose, et j'ai vu qu'il y avait des partenaires qui étaient capables de vous proposer des BPA dans la salle, si vous propose 70, c'est vrai que ça ne semble pas beaucoup. Pourtant, on peut imaginer que ce prix pourrait monter, notamment avec la fin des quotas de CO2 gratuits. Et puis, il y a une dernière piste. Alors déjà, pour le BPA, sachez que les premiers ont commencé. Les premiers BPA ont été signés avec des grands industriels, des grands noms. On parle notamment de Saint-Gobain, vous avez peut-être entendu dans la presse. Voilà, ce sont des personnes qui ont des marchés sur lesquels ils ont besoin de gaz vert pour certifier à leurs clients qu'ils produisent bien des produits verts. Puis il y a un dernier dispositif, un dispositif qui est dont c'est l'actualité, c'est les dispositifs d'obligation d'incorporation de carburant vert pour la mobilité. Alors ça, c'est un marché dont les
modalités d'application ne sont pas encore connues. Donc là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui va arriver, mais quelque chose qui va arriver et qui est de nature à dynamiser la demande sur le terrain de BPA. Parce que en réalité, derrière le mot TIRUERT, c'est des BPA. Alors c'est quoi déjà la TIRUERT? C'est une obligation d'achat, une obligation d'incorporation qui est faite par les fournisseurs de carburant dans leurs carburants d'énergie qui sont décarbonés. Vous le connaissez au travers si vous passez à la station-service, vous le connaissez à travers les pourcentages. On parle de E10, E5, on parle de B7 en gasoil. C'est la proportion qu'il y a de biocarburants. Et donc dans le transport, il va y avoir aussi un driver qui va être la pénalité. Et même si tous les textes et les obligations ne sont pas encore connus et les niveaux de obligations ne sont pas encore connus, les pénalités ne sont pas encore connues, on peut imaginer qu'il y a des pénalités qui puissent être très élevées. Et on parle notamment de pénalités élevées dans le transport maritime. Ce qui pourrait être de nature à aussi dynamiser l'incorporation de bio-GNV. Alors de bio-GNV, de biométhane dans le processus de la TIRUERT. Alors, je me suis juste repris un petit peu. On peut se dire, ah oui, c'est pour mettre du biogaz quand on vend du GNV. Ce ne sera pas uniquement ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué de vous l'expliquer en 5 minutes, mais il y a des systèmes de compensation. Quelqu'un qui vendra du gasoil, il peut être intéressé, si c'est plus intéressant, à compenser avec du biométhane. Ça sera l'objet d'une prochaine conférence, sinon Adrien va me dire que je suis trop long. C'était, et je vais conclure là-dessus, vous avez plusieurs signaux qui sont très forts et qui sont, pour certains qui ont commencé les BPA, d'autres qui vont pas tarder les CPB, qui sont des signaux qui vont faire qu'il va y avoir de la recherche de contrats biométhane qui ne soient pas des contrats de biométhane en tarif d'achat. Et quand on est aujourd'hui producteur de biogaz et qu'on cogénère, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Si demain on se débloque la situation de fin de contrat anticipé, si vous arrivez à la fin de votre contrat, forcément, vous devez vous préoccuper de ces tendances-là et vous devez être aussi à l'écoute de personnes qui vont prendre contact avec vous en vous disant « ça m'intéresse ». Ça m'intéresse que vous basculiez en biométhane parce que moi, je suis capable de vous le racheter et de vous proposer un prix qui sera différent du tarif d'achat. Je peux peut-être même vous proposer des durées qui seront différentes d'un tarif d'achat, peut-être plus longues, plus courtes, ça va être à vous de voir, et qui peuvent s'adapter à votre besoin, donner une deuxième vie à des méthaniseurs en cogénération. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, Adrien, tu me le diras. Oui, merci Luc. Effectivement, c'est très bien de présenter ces mécanismes qui sont plus axés sur la dynamique de marché et qui font le lien entre l'objectif de production qui est élevé, et en tout cas qui a des grosses ambitions, et les demandes aussi qu'on espère en croissance du côté des fournisseurs et des consommateurs d'énergie. Je vais laisser le mot de la fin à Jean-Marc. Jean-Marc, tu as 3 minutes pour nous parler de... Alors, on peut passer la slide en même temps. Ah non, c'est là. Sur les perspectives d'avenir et peut-être quelques attentes au niveau de l'État aussi. Alors là, c'est le producteur qui va parler. Tout d'abord, toutes les évolutions qu'on vous présente pour l'instant, malheureusement, je dois le dire, sur tous ceux qui touchent donc les CPB, pour l'instant, il n'y a que des discussions de fournisseurs. Et donc, il nous semble important, donc au niveau de France Gaz Renouvelable et des structures et ces instances, de travailler sur... on va dire un fichier, un programme, des documents qui soient identiques pour tous les producteurs de manière à ne pas se faire traîner un petit peu, emmener dans des mauvais chemins. Parce qu'il est important qu'on se structure en amont, nous producteurs, pour pouvoir répondre à ces nouveaux contrats qui sont quand même des contrats de droit privé. Et c'est très important de le dire, ce sont des contrats de droit privé, donc entre une structure et une autre, et non, il n'y a plus l'État en garant. Et donc pour moi, il est important d'avancer là-dessus, sur ces sujets-là, avant de claironner un peu partout que ça marche, sécurisons d'abord nos producteurs. Sur deuxième élément, vous savez qu'on y croit à la cogénération. La cogénération a sa place, surtout ces éleveurs. Et donc, on a un certain nombre d'éléments
qui sont aujourd'hui relativement factuels. Le premier élément, c'est qu'on travaille avec la Creux, qui est une instance qui nous écoute, qui a compris que, comme cela a été dit tout à l'heure, l'électricité en cogénération, elle est différente des autres électricités et qui est prêt à nous accompagner. Donc on ne peut pas vous annoncer aujourd'hui de mesures, on va dire, fermes et définitives, mais on bosse en sous-main avec Luc. Et donc je mets en avant aussi le travail commun, AMF, Club Biogaz, France Gaz Renouvelable, le CER. Sur cette démarche-là, c'est que ensemble qu'on fera avancer et qu'on sauvera cette filière. Donc ce travail-là va sans doute déboucher vers des aides d'urgence, y compris sur les BG6 et les BG11. Donc on l'espère dans les 15 ou dans les 3 prochaines semaines. On négocie aussi pour avoir table rase, pour pouvoir lancer d'autres discussions, notamment sur le BG16. Sur le BG16, peut-être de le revoir, et donc ça veut dire qu'il nous faut 1 an et demi pour rebâtir un BG16. Donc garder ces aides d'urgence pour les 18 prochains mois, de manière à travailler sur un nouveau BG16 qui deviendra BG24 et qui sera aussi notifié à Bruxelles. Parce que ce qui est important aussi, c'est que ce contrat BG16, on ne peut pas y toucher parce qu'il a été notifié à Bruxelles et donc il y a un cadre juridique. Donc l'idée étant bien d'avancer sur ce sujet et autrement, peut-être aussi, parce qu'on s'aperçoit que notre modèle est sans doute un petit peu en difficulté avec un tarif unique toute l'année. Peut-être d'évoluer vers des schémas beaucoup plus simples qui seraient peut-être une notion de saisonnalité. On peut prendre l'exemple d'un prix de base qui soit le photovoltaïque, 14 centimes. Les effluents d'élevage qui sont toujours associés à la COGE parce que voilà, c'est aussi là qu'on retrouve la meilleure circularité, les 6 ou 7 centimes. Et par contre, pendant 6 mois de l'année, quand on a besoin de chaleur, quand on a besoin d'électricité, on est 12 ou 14 cents supplémentaires. Ce qui permettrait que lycée sur l'année d'avoir un 25-26 cents, mais avec une réponse qui soit beaucoup plus, on va dire, réaliste aux besoins des réseaux, beaucoup plus réaliste à nos exploitations. Et puis, on a aussi des élevages qui ont besoin de se faire de sécurité, qui ont besoin de sécurité à la fois économique. Et donc ce schéma permettrait d'utiliser les lisiers, les effluents, au moment où ils sont principalement produits. Parce qu'en plein été ou au mois de mai, on les épand. Là, on est vraiment sur une solution à la fois économique, une solution de valorisation et une solution aussi de gaz à effet de serre. Donc, le message qu'on veut passer, c'est que François, moi, un certain nombre de l'AMF, on est un peu têtu. On ne lâchera pas cette filière de cogénération. Elle doit évoluer. Surtout, ne vous engagez pas, les producteurs, à fond dans un schéma ou dans un autre, sans avoir bien vérifié tous les climats, tout ce qui touche le juridique. Analysez votre risque. Il y a des sirènes qui sonnent partout. Il y a des gens qui savent tout faire, mieux que les autres. Mais c'est vous, producteurs, qui prenez le risque si vous prenez une décision. Donc portez-la bien. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, je vois Julien qui est là pour l'ADEME, eh bien si vous avez des investissements qui vous permettent de valoriser la chaleur, sachez que l'ADEME est toujours là pour accompagner la valorisation de la chaleur. Et donc n'hésitez pas non plus à aller chercher des appuis financiers pour pouvoir valoriser cette chaleur, que ce soit en interne ou en externe par des créations d'activités. Mais cette production a encore un avenir pour nous. La difficulté, c'est qu'elle est noyée dans l'électricité en règle générale et que la moindre petite modification de nos contrats peut amener des conséquences importantes à tous les contrats d'électricité avec les jurisprudences. Et donc c'est aussi cette spécificité-là qui nous est problématique dans notre évolution. Bien, merci Jean-Marc pour ce mot de la fin, ce message d'espoir aussi pour les producteurs. Il nous reste un petit peu de temps, je vous remercie pour votre attention. On peut prendre quelques questions, on va vous faire passer un micro dans la salle. Je vous demanderai juste peut-être de vous présenter une phrase et puis nous poser votre question. Je pense qu'il y a notamment peut-être quelques producteurs parmi nous aujourd'hui qui ont suivi la conférence. Voilà, si vous avez des questions, ça peut être l'occasion
de nous poser tout ça. On a des intervenants de qualité sur les points de vue juridiques, sur voilà, la technique aussi, pour l'outil de production de la cogénération. Bonjour, Romain Gabriel de Indiga. On développe un projet d'agrégation de biométhane avec l'ambition pour, en tout cas j'ai bien entendu l'intérêt que certains agriculteurs pouvaient avoir à maintenir de la cogénération, mais pour ceux qui ont une volonté de pouvoir basculer vers de l'injection, les aider à consolider les volumes de gaz. Parce que une chose qui n'a pas été évoquée là, c'est que ce soit les fournisseurs EDF qui se met sur le biométhane, que ce soit Engie ou Total, côté CPB, ou que ce soit les industriels, ils recherchent des volumes extrêmement importants de production de gaz. Et là où les agriculteurs vont produire des petits et moyens volumes. Donc il y a un besoin, comme ça c'est fait dans l'électricité, d'agréger ces volumes-là. Donc c'est sur ce positionnement que l'on va être. Évidemment, il va falloir qu'on puisse accompagner les agriculteurs qui sont en fin d'obligation d'achat ou qui vont pouvoir rompre les contrats. Donc j'ai une question pour vous, Luc, parce que vous avez fait une présentation, vous aviez également évoqué les différentes possibilités de rompre les contrats. C'est une question qui nous revient souvent, mais dans les 4 sujets que vous aviez évoqués avec la DGEC, il y avait un des points qui était comment faire avancer une modification pour des ruptures de contrat. Et c'est quelque chose qui manifestement n'a pas encore été traité, vous n'avez pas encore eu d'éléments de réponse. Est-ce que, pour nous, dans notre métier, mais pour les agriculteurs qui voudront, qui pourront se raccorder, on peut espérer une modification du texte qui va concerner tous les BG? Jean-Marc rêve de répondre, mais tu pourras faire un écho. Effectivement, c'est une demande forte. On l'a compris, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est un enjeu pour ceux qui voient bien que les perspectives sont difficiles. Et on l'a bien compris. On n'a pas de réponse claire aujourd'hui d'administration, mais le message est passé. On est conscient que ça fait partie des choses qu'on doit travailler. On a fait des priorités avec le petit groupe qu'a cité Jean-Marc pour que on fasse une chose après l'autre. Mais le précédent ministère nous avait bien entendu sur le sujet. On a encore du travail à faire puisqu'il faut maintenant qu'on recommence avec de nouveaux interlocuteurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas de perspective claire, nette et de date à annoncer sur ce type de démarche parce qu'on n'a pas encore il n'y a aucun texte qui est en préparation sur ce sujet. Merci. Merci. Bonjour, David Valrette, structure Méthane Action, donc promotion de la méthanisation en région Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de la variation envisagée sur été-hiver, qui effectivement correspond à de la disponibilité des effluents, est-ce qu'il n'y a pas en cogénération un levier à actionner par rapport à la production aux heures de pointe? Une unité de méthanisation, sur son gazomètre, elle peut stocker 2-3 heures de surproduction ou en faire un peu plus pendant 2-3 heures et déstocker le gazomètre à ce moment-là. Et on peut imaginer des cogénérations qui ont par exemple le doublement, rien qu'en mettant, si j'ose dire, un moteur de plus et le transfo, c'est une partie de l'installation à upgrader. On pourrait répondre aux tarifs d'heures de pointe ou là où l'électricité serait très bien valorisée, avec un surcoût de production relativement faible, puisqu'on augmente relativement peu les capex. Et ça, ce serait valable d'ailleurs aussi bien sur des nouvelles installations de cogénération, comme sur des contrats existants à faire évoluer sur cette solution-là. Je ne sais pas si c'est envisagé, mais... Peut-être une réponse technique. Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que les producteurs, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Une flexibilité de la production sur une échelle journalière, si je comprends bien. Alors, moi d'un point de vue pratique, alors d'abord, votre question, elle est excellente. Je pense que la seule difficulté, c'est que lorsque vous discutez avec l'administration, il faut aller par étapes. Alors, c'est pour ça que faisons d'abord des choses simples. C'est pour ça que la saisonnalité est déjà une première avancée. Ce schéma, ici, il est sans doute, et c'est pour ça aussi qu'on a toute la discussion à porter sur la fin de contrat. On a 18% des sites qui ne peuvent pas être raccordés
sur le réseau électrique, sur le réseau gazier, parce qu'ils sont trop loin. Et on a un certain nombre de collègues qui ne veulent pas faire de gaz et qui veulent toujours faire de l'électricité. Et donc demain, il doit y avoir aussi une discussion en fin de contrat sur cette notion de flexibilité. Moi, je suis à moitié allemand, j'en reviens encore. Mon petit village que je connais bien, ils ont mis en place de la flexibilité. Ça marche. En Allemagne, c'est une volonté de conserver la cogénération, mais en y mettant de la flexibilité. Simplement, ils passent de 1 à 5 au niveau de la production, 1200 à 1400 heures par an. Voilà. Donc c'est faisable. Ça, pour moi, c'est une option importante en fin de contrat, en sortie de contrat. Il y a une autre option qu'on n'a pas évoquée, c'est l'autoconsommation. Et l'autoconsommation, déjà, de pouvoir le faire tout en gardant son contrat, parce que la discussion qu'on a aujourd'hui, je fais 499 kW en BG16, je suis bloqué à 499 kW. Eh bien, si je veux faire de l'autoconsommation, ça sera déduit de mon volume que je vends. Si Jean-Marc Onneau, qui arrive à 15 ans, il veut autoconsommer, ça sera déduit de mon volume que je dois vendre. Donc on a déjà tous ces éléments logiques, intellectuellement faciles à faire, mais qu'il faut mettre en place. Donc votre idée, elle est excellente. Comment l'associer avec un contrat aidé, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on a misé plutôt sur une solution simple et qui peut déjà un peu pourra faire mieux après. Mais voilà, avec nos interlocuteurs, d'où on part, allons simplement avec des choses simples. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette notion de saisonnalité. Alors l'avantage, c'est qu'on va répondre à une problématique du gestionnaire du réseau qui, de son côté, va peut-être aussi pousser vers cette solution-là. Sans doute, mais là-dessus, comme l'a expliqué tout à l'heure, je pense que nous, par exemple, rôle de l'AMF, demain, c'est sans doute de pouvoir regrouper un certain nombre de producteurs, que ce soit sur les CPB, que ce soit sur les productions d'électricité. On va se regrouper nous-mêmes. Alors, pour aller voir un agrégateur, sans doute, mais d'abord, c'est à nous de nous retrouver quand on a des schémas communs et pour aller plus loin, parce qu'il faut peser les volumes. On l'a étudié avec Armel en Bretagne il y a maintenant 7 ans ou 8 ans. On était 2 à vouloir le tester. Et donc, voilà, on a arrêté parce qu'il n'y avait pas de statut, mais c'est une opportunité. Bien, merci. Si on a le temps, on peut poser une dernière question ? Une dernière. Ce sera une question courte alors. Bonjour, Jean-François Rimbaud, Agricampus Laval. Je m'interroge sur en fait la valorisation de la chaleur et par rapport au gaz à effet de serre évité, comme l'a expliqué tout à l'heure François Trubert, sur l'économie de fuel et l'économie de propane ou autre, aussi bien en autoconsommation à titre particulier que pour les élevages. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'intégrer une rémunération de cette économie de gaz fossile en termes de valorisation de chaleur dans la reconnaissance des producteurs en cogénération? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Du coup, c'est vrai, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est une fameuse reconnaissance. Aujourd'hui, quand on négocie les contrats BG16 ou BG11, on est clairement sur une production d'électricité avec la valorisation des effluents d'élevage, mais tout ce qui est co-bénéfice à côté, il n'y a pas de rémunération clairement dessus, quoi. Et on a quelques producteurs en cogénération qui font volontairement que de la cogénération. Et malheureusement, l'économie, elle n'est pas là. Ils ont du mal à s'en sortir à cause de ça, quoi. Pour moi, la valorisation, toutes les externalités positives de la méthanisation, les gaz à effet de serre évités, les bilans carbone positifs, l'achat d'engrais évité, tout ça, il n'y a pas de valorisation assez forte sur le contrat, quoi. Et pour autant, ça commence à être mesuré avec des outils comme Digest 3
de l'ADEME ou de certification dans l'arrêt 2 avec un calculateur sur les gaz à effet de serre. Voilà. Merci. Alors, le timing étant, on a une autre conférence juste après. Si vous voulez poursuivre les échanges avec les intervenants, je vous invite à aller voir les différents stands effectivement sur le salon. J'excuse Jean-Marc qui part sur une autre conférence parce qu'il doit intervenir ailleurs. Et vous avez le Métapéro AMF notamment dans une demi-heure où on peut se retrouver pour poursuivre les échanges au sujet de la cogénération. Merci à tous.